Dans un quartier miné par la criminalité au cœur du Brésil, une jeune femme nommée Fleur de Lis s'est élevée pour devenir chanteuse, pasteur fortuné à la tête de 6 méga-églises et femme politique, mais pas avant d'être devenue mère de 55 enfants. De la prédication dans les rues à la prise de parole devant des foules composées de célébrités et de politiciens influents, la superstar brésilienne racontait une histoire d'amour et de rédemption et promettait de servir le peuple. Elle publiait chaque jour à ses 1 million d'abonnés sur Instagram qu'elle avait été choisie par Dieu. Mais derrière les coulisses de cette femme sainte se cachait une vie de scandale, de corruption, d'histoires d'amour étranges et une enquête pour meurtre. Voici l'histoire de la chute de l'empire évangélique d'une femme puissante, autrefois saluée comme la mère de la nation. Elle laissait tout enfant qui le souhaitait venir habiter chez elle. Elle n'avait ni règles ni limites, et les adoptions étaient loin d'être officielles. La rumeur s'est répandue parmi les autres enfants sur la qualité de vie chez Fleur de Lis, et en conséquence, de nombreux enfants ont tout simplement disparu de leur famille pour s'installer chez elle. Mais selon Fleur de Lis, ces détails n'étaient qu'une simple distraction par rapport à l'essentiel. Pour les étrangers et sa congrégation, elle était une sauveuse qui sortait les enfants de leur environnement dysfonctionnel et leur offrait une stabilité et des opportunités qu'ils n'auraient jamais eues autrement. Il croyait vraiment qu'elle était investie de l'autorité de son Dieu et qu'ainsi elle pouvait faire tout ce qu'elle était amenée à faire en son nom. Mais c'est ce qui s'est passé ensuite qui aurait vraiment dû troubler les fidèles dévoués de Fleur de Lis. Au moment où Fleur de Lis a ouvert ses portes aux enfants du quartier, elle était dans la trentaine. Les enfants qui occupèrent sa maison allaient de l'âge du collège à celui de l'adolescence. Anderson do Carmo avait 15 ans lorsqu'il a croisé la route de Fleur de Lis. Fleur de Lis a adopté Anderson en 1992 alors qu'il avait 15 ans. Et peu de temps après avoir emménagé chez elle, il a commencé à sortir avec sa fille Simone. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que les autres enfants se rendent compte qu'Anderson était le préféré de Fleur de Lis. Il semblait recevoir une attention particulière dès le début. Au fil des années, Fleur de Lis et le jeune homme se sont rapprochés, quel que soit le moment où leur romance a commencé. Lorsqu'Anderson avait 19 ans, ils étaient mariés, leur différence d'âge de 16 ans n'ayant que peu d'importance pour l'un comme pour l'autre. Fleur de Lis a nié avoir manipulé son fils adoptif et l'ex-petit ami de sa fille et a juré à tout le monde qu'il ne s'était rien passé avec Anderson avant qu'il ait 18 ans. Mais au lieu de ralentir les choses pour Fleur de Lis, le mariage semblait plutôt les accélérer. Elle avait déjà 5 enfants adoptés et ses 3 propres enfants biologiques qui vivaient en permanence avec elle et son mari. Mais après avoir prêché à la gare centrale de Rio et entendu parler d'un groupe d'enfants touchés par une récente attaque, Fleur de Lis a vu là une nouvelle occasion de renforcer sa réputation de sainte. La gare centrale de Rio est un carrefour à la fois pour les transports et pour les Brésiliens sans-abri, chassés même des favelas par la surpopulation. En février 1994, Fleur de Lis prononçait son sermon habituel sur le salut par le Christ lorsqu'une femme s'est approchée d'elle pour lui faire une confession. La femme venait d'abandonner son nouveau-né dans un terrain vague et suppliait Fleur de Lis de retrouver le bébé et de l'adopter. Fleur de Lis accepta et lorsqu'ils trouvèrent le nourrisson exactement là où la mère l'avait laissé, elle rentra chez elle avec le nouveau-né dans les bras. Quelques jours plus tard, cette même femme se présenta chez Fleur de Lis, accompagnée d'autres enfants qui avaient besoin d'être sauvés, 37 pour être précis, dont 14 nourrissons. La femme lui expliqua que ces enfants étaient tous victimes d'une récente attaque au cours de laquelle des policiers corrompus avaient tué leurs parents et leurs tuteurs, les laissant sans aucun moyen de survie. Fleur de Lis avait déjà 8 enfants, et elle et son mari vivaient dans un appartement de 2 pièces. Fleur de Lis et Anderson acceptèrent de les accueillir. Il ne peut sûrement rien y avoir de plus glorifiant que de sauver autant d'enfants traumatisés des rues de Rio, où ils pourraient mourir de faim, être tués ou sombrer dans la violence. Fleur de Lis raconta à sa congrégation, je cite, « Un matin, je me suis réveillée au milieu d'un grand tumulte dans ma maison.
Quand mon mari et moi avons ouvert la porte, nous avons été stupéfaits. Il y avait 37 enfants et adolescents fuyant un massacre à la centrale do Brasil. C'est ainsi que mon histoire d'adoption a commencé. » Fin de citation. Elle proclama ses bonnes actions partout, et en quelques semaines, cela porta ses fruits. Les médias locaux et internationaux se sont emparés de son histoire, et Fleur de Lis est passée du statut de prédicatrice locale à celui de sensation sainte internationale. Chaque jour, Fleur de Lis recevait des appels des médias qui voulaient l'interviewer au sujet de leur histoire incroyable. Fleur de Lis ouvrait sa porte à tous, et c'est ce que ces journalistes allaient découvrir qui allait révéler une facette sombre et troublante de la prédicatrice vertueuse. Petit à petit, interview après interview, il est devenu évident pour les journalistes que Fleur de Lis n'avait pas les moyens de subvenir aux besoins de tant d'enfants. Bien que sa réputation lui ait conféré un certain statut dans la favela, cela ne payait pas les factures. Alors, comment faisait-elle pour nourrir autant de bouches? Les enfants mangeaient ce qu'ils trouvaient. Elle envoyait les enfants fouiller les rues de Rio, cherchant dans les poubelles derrière les restaurants et dans les quartiers plus aisés. Ce qu'ils trouvaient dans les poubelles leur appartenait pour manger. Et puis, il y avait ce fait troublant. Aucune adoption officielle d'aucun des enfants n'avait jamais eu lieu. Lorsque ces faits ont été rendus publics, cela a déclenché l'alarme chez les responsables municipaux et les travailleurs de la protection de l'enfance. Un juge a accusé Fleur de Lis d'héberger des enfants mineurs et a exigé qu'elle se présente à une audience au tribunal. Plutôt que d'affronter les conséquences de ses actes, Fleur de Lis a choisi une approche totalement différente. Elle a rassemblé tous les enfants dans un bus et s'est cachée, bien qu'elle ait choisi un endroit à seulement 25 minutes de la favela qu'elle avait quittée. À son arrivée, elle a été interrogée par des membres de gangs locaux qui lui ont demandé pourquoi elle était là avec autant d'enfants. C'était leur territoire et ils voulaient des explications. Utilisant le même charisme et la même éloquence qui avait déjà converti tant de criminels, elle a raconté son histoire aux hommes, et ils ont été touchés. À tel point que ces membres de gang ont fini par collaborer avec le président de l'association communautaire pour trouver un logement où elle pourrait se cacher avec tous les enfants. Mais se cacher n'a guère permis d'apaiser la tempête qui se levait contre Fleur de Lis. Sa réputation était en lambeaux, et l'on parlait de son arrestation et de son procès pour enlèvement d'enfants. Elle n'avait guère d'autre choix que de faire une apparition dans l'espoir de retourner la situation à son avantage. Fleur de Lis a annoncé qu'elle tiendrait une conférence de presse pour donner sa version des faits. Comme elle l'avait prédit, les caméras et les chaînes d'information se disputaient une place pour entendre ce qu'elle avait à dire. Elle a pris place sur le podium tandis que des questions fusaient de toutes parts et a annoncé avec assurance qu'elle devait rencontrer une personne des Nations Unies et affronter le juge qui l'avait accusée d'héberger des mineurs et avait exigé son arrestation. Sa déclaration sembla apaiser les médias, surtout lorsqu'elle tint parole. Puis, quelque chose de bizarre se produisit. Voyant le soutien des médias envers Fleur de Lis, les responsables qui auparavant dénonçaient ses actions et s'inquiétaient pour les enfants qui n'avaient pas été officiellement adoptés firent volte-face et commencèrent à la soutenir. Fleur de Lis fut saluée comme une héroïne pour avoir sauvé tant d'enfants, et des soutiens se manifestèrent pour trouver une organisation qui l'aiderait à adopter légalement tous les enfants. Après en avoir adopté quelques-uns de plus à ce stade, Fleur de Lis serait désormais appelée maman par 55 enfants, pour être exact. Les éloges et le soutien envers Fleur de Lis se poursuivirent, et 2 hommes d'affaires lui offrirent une maison entièrement meublée dans l'ouest de Rio où elle pourrait vivre avec tous les enfants. Elle disposait d'un grand garage que Fleur de Lis et Anderson décidèrent de transformer en une nouvelle église. Anderson dirigeait les sermons tandis que Fleur de Lis chantait. La dîme était également exigée, car selon les croyances pentecôtistes, les membres doivent donner régulièrement la dîme pour pouvoir accéder aux portes du paradis. Organiser des services privés devint d'ailleurs très lucratif pour le couple. En effet, la mauvaise publicité s'était transformée en une expérience extrêmement positive pour la famille. Avec l'argent provenant des dîmes des membres, ils économisèrent suffisamment pour construire leur propre église dans un dépôt de bus abandonné qu'elle baptisa Cité du Feu.
Grâce à la réputation de Fleur-de-Lis, la nouvelle congrégation connut un succès immédiat, avec plus de 5000 personnes assistant à son sermon hebdomadaire. Fleur-de-Lis était la vedette du spectacle. Si les sermons d'Anderson étaient sincères et émouvants, c'était le chant de Fleur-de-Lis qui touchait véritablement le cœur et le portefeuille de ses fidèles. Mais l'argent de la dîme ne suffisait pas. Fleur-de-Lis décida d'ouvrir une boutique de souvenirs à l'entrée de son église où l'on pouvait acheter des mugs à son effigie, accompagnés de citations inspirantes tirées de sa musique. Mais Fleur-de-Lis voulait rêver plus grand. Elle sentait que le succès était son destin, et en 1998, elle sortit son premier album studio, intitulé Fleur-de-Lis. Bien que l'album n'ait pas rencontré un grand succès commercial, il permit néanmoins à Fleur-de-Lis de s'imposer comme une véritable célébrité et détourna l'attention de son passé douteux. En 2002, l'animatrice de Planète Zucha invita Fleur-de-Lis à participer à son émission pour une spéciale fête des mères. Planète Zucha était l'un des talk-shows les plus populaires du Brésil, avec son animatrice, Xuxa, qui jouissait d'une notoriété comparable à celle d'Oprah Winfrey ou d'Hélène DeGeneres. Fleur-de-Lis assista à l'enregistrement accompagnée de nombreux enfants. Des millions de téléspectateurs virent Xuxa s'extasier en déclarant, je cite, « Fleur-de-Lis est une vraie maman, une maman exceptionnelle ». Xuxa attribua alors à Fleur-de-Lis un titre sous lequel elle serait connue pendant de nombreuses années. Xuxa annonça que Fleur-de-Lis était la mère de la nation. Le passage dans l'émission marqua un tournant pour Fleur-de-Lis. De nombreuses émissions de télévision, des politiciens et de riches bienfaiteurs l'ont alors approchée. Tous voulaient être vus aux côtés de la mère de la nation. L'un de ses admirateurs était un cinéaste renommé et après avoir visité les favelas avec Fleur-de-Lis et, bien sûr, pris des milliers de photos parfaitement orchestrées des personnes qu'elle aidait humblement en chemin, il décida que Fleur-de-Lis avait besoin de sa propre tribune. Il se mit à produire un film biographique sur Fleur-de-Lis et l'impact qu'elle avait eu sur les favelas ainsi que sur ses nombreux enfants adoptifs. Mais le film ne portait pas uniquement sur Fleur-de-Lis. Fleur-de-Lis allait jouer son propre rôle dans le film. Le reste de la distribution était composé de célèbres stars de telenovelas qui acceptèrent de renoncer à leur cachet pour que les recettes soient reversées à Fleur-de-Lis et à ses enfants. Le film s'intitulait Fleur-de-Lis. Un seul mot suffit pour changer les choses et il est sorti en 2009 lors du Festival international du film de Rio. Fleur-de-Lis était désormais une star de cinéma. Elle savourait la lumière des projecteurs et assista à la première sur le tapis rouge, son jeune mari à son bras. Mais, tout comme pour son album, la réputation de Fleur-de-Lis ne s'est pas traduite par des ventes et le film a été qualifié d'échec. Tout n'était cependant pas perdu, car le film a encore renforcé son image et quelques mois plus tard, elle a signé avec une maison de disques. Au cours de la décennie suivante, elle a sorti 5 albums remplis de chansons de rédemption et de louanges. Ces albums ont eu beaucoup plus de succès que sa première sortie et ces chansons sont encore chantées aujourd'hui dans de nombreuses églises pentecôtistes du Brésil. Alors que la notoriété de Fleur-de-Lis ne cessait de croître, elle a ouvert 8 autres antennes de son église, augmentant ainsi de façon exponentielle les revenus issus de la dîme, et s'est ouverte à une toute nouvelle foule de personnes à qui elle pouvait vendre ses produits dérivés. En tant que pasteur de 9 méga-églises, la vie était belle pour Fleur-de-Lis et Anderson. Il gagnait 20 000 $ par mois grâce à la dîme et à ses différentes sources de revenus, ce qui dépassait largement le salaire moyen brésilien de seulement 500 $ par mois. La fille des favelas portait des sacs à main Chanel, voyageait en classe affaires et vivait dans une résidence sécurisée. Mais la vie de Fleur-de-Lis allait prendre un tournant si déjanté et désastreux que beaucoup diraient que c'était trop étrange pour être vrai. En 2016, elle s'est présentée aux élections municipales dans une ville du sud-ouest de Rio de Janeiro, et une fois de plus, elle n'a pas obtenu assez de voix pour l'emporter. Mais Fleur-de-Lis s'est dit, oublions le gouvernement local. Elle allait viser un poste plus élevé. Elle a alors tourné son attention vers le gouvernement central et, en 2018, a présenté sa candidature à la Chambre des députés pour représenter Rio de Janeiro.
On pourrait considérer ce poste comme l'équivalent d'un gouverneur aux États-Unis. Fleur-de-Lis a mené une campagne acharnée. Anderson et Fleur-de-Lis faisaient jusqu'à 4 apparitions par jour à l'approche de l'élection, et cette fois, sa réputation a porté ses fruits. 4 mois plus tard, Fleur-de-Lis a remporté l'élection de février 2019 avec une victoire écrasante et a prêté serment. À l'époque, elle a déclaré, je cite, « J'étais aux anges, heureuse, heureuse, heureuse. J'avais accompli des choses dont je n'aurais jamais pu rêver. Dieu est allé bien au-delà de mes rêves, tellement loin. » Fin de citation. Fleur-de-Lis était désormais chanteuse, prédicatrice et femme politique. Comme dans tout ce qu'elle entreprenait, Fleur-de-Lis a excellé en politique. Elle pouvait voyager en avion privé, s'exprimer sur des lois importantes et, comme beaucoup d'évangéliques au Brésil, était une fervente partisane du président de l'époque, Bolsonaro. Elle a légendé sa publication Instagram en exprimant à quel point elle était fière de contribuer à la lutte contre la criminalité au Brésil et la corruption gouvernementale endémique. Mais ce succès allait être de courte durée. Oubliez l'adoption de 55 enfants, le fait d'être une star de la chanson, de diriger une méga-église et sa réussite politique. Fleur-de-Lis était sur le point de laisser sa plus grande empreinte au Brésil. Le 15 juin 2019 a commencé comme n'importe quel autre jour pour Fleur-de-Lis et Anderson. À ce moment-là, Fleur-de-Lis avait 58 ans et son mari en avait 42. On les avait toujours considérés comme un couple séduisant, et ils étaient depuis longtemps adorés pour leur mariage parfait, rempli de tant d'enfants, d'un succès considérable et de beaucoup d'argent. Mais derrière les portes closes, les choses n'étaient pas aussi harmonieuses qu'elles en avaient l'air. Pendant des années, Anderson avait été le manager, le copasteur et le coparent de Fleur-de-Lis. Au fil du temps, il avait réussi à s'imposer par lui-même et était vénéré comme un pasteur puissant, capable de convertir des gens après un seul sermon. Mais certaines personnes pensaient qu'avec ce succès était venu un ego démesuré. Anderson aimait autant la lumière des projecteurs que Fleur-de-Lis, peut-être même plus. Après sa nomination politique, il avait pris l'habitude d'assister à toutes ces réunions et parlait souvent en son nom, même lorsqu'il s'agissait du travail pour lequel elle avait été élue. Anderson contrôlait également la gestion de leur église, l'éducation des enfants et, au grand désarroi de Fleur-de-Lis, il gérait les finances de la famille. Fleur-de-Lis était de plus en plus mécontente de devoir demander la permission pour dépenser l'argent qu'elle gagnait, surtout lorsqu'il s'agissait de se faire plaisir avec certains luxes auxquels Anderson semblait s'opposer. Mais la séparation ou le divorce était hors de question. Après tout, Fleur-de-Lis était une femme profondément religieuse, et le divorce n'est jamais bien vu chez les pentecôtistes. Elle n'allait pas laisser un scandale détruire la réputation qu'elle avait durement acquise. Elle décida qu'elle seule était responsable de la situation dans laquelle elle se trouvait et qu'elle serait celle qui s'en sortirait. Décidant qu'il devait faire quelque chose pour raviver la flamme entre eux, Fleur-de-Lis proposa une promenade sur la promenade de la plage de Copacabana un soir avec Anderson. Cela a fonctionné. Après une promenade tranquille à 2 heures du matin et avoir mangé un morceau chez un vendeur local, Fleur-de-Lis et Anderson se dirigèrent vers la voiture. Les événements de la nuit eurent l'effet escompté, et ces 2 pasteurs conservateurs finirent par faire l'amour sur le capot de leur voiture, là, sur le parking au bout de la plage. Après avoir crié le nom de Dieu, mais pas en prière, ils se sont rhabillés et ont commencé à rentrer chez eux, à seulement quelques kilomètres de là. En se remémorant plus tard les événements de cette nuit-là, Fleur-de-Lis raconta que 2 motards en colère s'étaient mis à les coller de près. Anderson était au volant et appuya sur l'accélérateur pour tenter de semer les hommes en colère. Cela a fonctionné et le couple est rentré sain et sauf dans leur allée. Fleur-de-Lis est immédiatement rentrée à l'intérieur pour vérifier que les enfants allaient bien, tandis qu'Anderson est resté dans la voiture 1 minute de plus pour consulter ses emails. Fleur-de-Lis n'était pas à l'intérieur depuis très longtemps, lorsque soudain, le silence de la nuit fut brisé par une arme à feu tirée à plusieurs reprises juste devant leur maison. Fleur-de-Lis a essayé de se précipiter dehors pour voir ce qui s'était passé, mais l'un de ses enfants l'a empêché d'aller plus loin. Ils lui ont dit qu'elle ne voudrait pas voir.
Alors qu'il était garé dans l'allée, Anderson avait été touché par 30 balles alors qu'il était encore sur le siège conducteur, la plupart des blessures se trouvant au niveau de l'aine. 2 de leurs fils l'ont transporté d'urgence à l'hôpital, mais il était déjà trop tard. Anderson a été déclaré mort à son arrivée. Dès le lendemain matin, l'attaque contre Anderson faisait la une des journaux. Le Rio Times a déclaré « Le mari d'une députée fédérale brésilienne assassinée ». Il était évident pour tous les concernés qu'Anderson avait été la cible d'une attaque politique. Les auteurs voulaient probablement Fleur-de-Lis, mais s'étaient rabattus sur son mari lorsqu'elle avait miraculeusement échappé à l'attaque. Désemparée, Fleur-de-Lis a organisé une veillée toute la nuit dans l'une de ses églises en mémoire de son mari et a sangloté de façon incontrôlable, manquant de s'évanouir à un moment donné. Son mari, depuis 21 ans, n'était plus là et Fleur-de-Lis était dévastée. Pendant ce temps, la police passait en revue des heures d'images de vidéosurveillance provenant des caméras entourant la résidence sécurisée et les routes menant à la maison du couple. Il ne fallut pas longtemps avant qu'ils ne se rendent compte qu'il manquait quelque chose. Il n'y avait pas de motards, pas de conducteurs agressifs, et personne n'avait suivi le couple dans la rue cette nuit-là. La maison du couple était également équipée de caméras, et bien qu'elles soient étrangement orientées à l'opposé de la maison, elles enregistraient les allées et venues dans la rue à l'extérieur. Juste 15 minutes avant qu'Anderson ne soit attaqué, les caméras ont filmé l'arrivée d'un Uber devant la maison. L'un des enfants du couple a semblé courir à l'intérieur de la maison, puis est retourné vers l'Uber et est parti à toute vitesse. Les enquêteurs n'ont pas pu déterminer si cet événement était lié à la mort d'Anderson et il était clair que quelque chose clochait, car les images de cette nuit-là ne correspondaient pas au récit de Fleur-de-Lis. Les enquêteurs ont donc tourné leur attention vers les occupants de la maison, tous les 56. Des vérifications d'antécédents ont été effectuées sur les enfants, qui étaient alors tous adolescents ou dans la vingtaine. Alors que l'on pourrait s'attendre à ce que de nombreux enfants que Fleur-de-Lis avait sauvés de la rue aient un casier judiciaire, beaucoup de leurs délits étaient aussi récents que quelques mois avant l'attaque contre Anderson, remettant en question ses affirmations de diriger un foyer pieux. Les enquêteurs voulaient parler au jeune homme aperçu sur les images capturées juste avant le meurtre d'Anderson. Il s'appelait Lucas et c'était un jeune homme de 18 ans que Fleur-de-Lis avait adopté lorsqu'il était adolescent. Sa vérification d'antécédents a révélé qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt pour trafic de substances illicites. Lorsque les policiers l'ont interrogé au sujet de sa venue en Uber tôt le matin, Lucas a étonnamment admis qu'il était en train de dealer à ce moment-là et qu'il voulait cacher sa marchandise chez lui avant de se rendre en boîte de nuit. Les policiers ont senti que Lucas avait encore des choses à dire et ont continué à le questionner sur son trafic et toute autre activité criminelle dans laquelle il pourrait être impliqué. Sous pression, Lucas a commencé à en dire plus sur les événements qui ont précédé cette nuit-là. Lucas a révélé qu'une semaine avant le meurtre, il s'était rendu dans une favela voisine pour acheter une arme, mais ce n'était pas pour lui. C'était un service rendu à Flavio, l'un des fils biologiques de Fleur-de-Lis. Lucas a désigné Flavio comme l'agresseur dans la mort de leur père. Un mandat d'arrêt a été émis contre Flavio et, seulement 36 heures après l'attaque, Flavio a été arrêté lors des funérailles d'Anderson. Une fois en garde à vue, Flavio a avoué sa part de responsabilité, mais l'enquêteur principal soupçonnait qu'il y avait plus dans cette histoire que ce que Flavio était prêt ou capable de révéler, et il avait raison. Un par un, les 55 enfants ont été interrogés sur ce qui s'était passé cette nuit-là. Ce que les enfants ont révélé allait bouleverser l'affaire et dévoiler le véritable côté sombre de la mère de la nation. Il ne s'agissait pas d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Alors que Fleur-de-Lis s'est toujours présentée comme une personne maternelle, les enfants se souvenaient de leur expérience avec elle comme étant tout sauf chaleureuse et aimante. Ils étaient organisés selon une hiérarchie où les nouveaux enfants étaient confiés à des enfants plus âgés pour s'occuper d'eux. Fleur-de-Lis avait très peu de rapport avec eux. Il n'y avait ni câlin ni réconfort, pas de baisers ni de tendresse. Fleur-de-Lis leur disait qu'elle était morte et qu'elle avait été réincarnée en ange et qu'ils avaient tous été envoyés par Dieu pour la protéger.
En d'autres termes, elle s'entourait d'enfants comme de gardes du corps et de protection contre le jugement et les règles de la société qui les entourait. Beaucoup d'enfants recevaient de nouveaux noms bibliques et elle leur ordonnait de la considérer comme une idole. Vous vous souvenez au début de l'histoire comment certains enfants avaient une famille et n'étaient pas vraiment sans abri ou abandonnés? Fleur de Lis disait à ses enfants qu'ils n'avaient plus besoin de leur famille biologique. Lorsque des mères désespérées appelaient pour parler à leurs enfants et les encourageaient à rentrer à la maison, Fleur de Lis les coupait et interdisait tout contact aux enfants. Les enfants devaient chercher eux-mêmes de la nourriture et les plus âgés étaient envoyés travailler, leurs gains étant remis à Anderson et Fleur de Lis. Mais ce n'était pas seulement son rôle de parent qui laissait à désirer. Sur ses réseaux sociaux, elle se félicitait d'avoir sauvé des enfants et d'être une servante du peuple. Elle chantait et souriait devant les caméras et s'habillait pour impressionner. Mais en coulisses, cette pasteur corrompue imposait d'étranges pratiques spirituelles à sa famille. Elle obligeait les enfants à participer à des séances de prière qui duraient plusieurs jours, et lorsqu'un enfant se comportait mal, il pouvait être enfermé dans une pièce pendant 21 jours pour être purifié, la porte n'étant ouverte que pour lui donner à manger. Lorsqu'on lui demandait pourquoi ces rituels ne figuraient pas dans la Bible, Fleur de Lis répondait qu'ils lui avaient été révélés lors d'une visite de Dieu. Mais tout cela n'était qu'un prélude à l'événement principal, l'attaque contre Anderson. Les 55 enfants détenaient chacun une pièce du puzzle, et à travers leurs témoignages, la vérité sur les semaines et les mois ayant précédé cette nuit-là a été révélée. Dès un an auparavant, plusieurs des enfants avaient été impliqués dans un complot contre Anderson. Au départ, ils avaient tenté de l'empoisonner en mettant de l'arsenic dans sa nourriture. Anderson a été hospitalisé 6 fois, mais a survécu d'une manière ou d'une autre. Après cet échec, ils sont passés à un plan de cambriolage qui aurait mal tourné. La police voulait savoir pourquoi ils voulaient se débarrasser d'Anderson en premier lieu. La réponse était Fleur de Lis. Les enfants ont raconté à la police comment Fleur de Lis était devenue de plus en plus amère à cause du contrôle qu'Anderson exerçait sur son argent et son temps. Il était responsable de son emploi du temps, décidait de qui elle rencontrait et quand. Tout ce qu'elle faisait se faisait à ses conditions, et il devenait chaque année de plus en plus influent. Alors qu'au départ, Fleur de Lis s'attendait à ce qu'Anderson la soutienne dans la réalisation de ses rêves, il était devenu lui-même un homme à succès et attirait plus d'attention qu'elle. Et Fleur de Lis n'allait pas le tolérer. Elle avait trop travaillé pour arriver là où elle était, alors elle a mobilisé ses enfants gardes du corps pour protéger ses intérêts. Interrogée par la police, Fleur de Lis a nié toute implication dans l'attaque. Elle a déclaré aux policiers qu'elle aimait son mari et n'avait aucune raison de vouloir sa disparition, affirmant, je cite, « Faire cela reviendrait à me détruire moi-même. Après Dieu lui-même, il était la chose la plus importante au monde pour moi. » Là où autrefois elle cherchait à sauver les enfants, elle était désormais prête à accuser les enfants. Fleur de Lis a dit à la police qu'elle soupçonnait que ses enfants voulaient la mort d'Anderson après être tombés sur certains de leurs messages, mais qu'elle pensait innocemment qu'une fois qu'elle leur aurait parlé et prié, ils mettraient fin à leur projet. Cependant, les versions des enfants à ce sujet étaient cohérentes. Ils se souvenaient de nombreuses fois où Fleur de Lis disait, je cite, « Anderson va mourir parce qu'il fait obstacle à Dieu. » Quand l'empoisonnement n'a pas fonctionné, elle leur a dit « Si vous voulez le tuer, il faudra des balles. » Et il y avait un autre mobile. Fleur de Lis avait un nouvel amour, encore un de ses enfants adoptifs, bien sûr. Il s'appelait Luciano, c'était son nouveau favori et il était en bonne position pour remplacer Anderson, que Fleur de Lis trouvait devenu trop sûr de lui. En 6 jours après la mort d'Anderson, 6 autres enfants ont été arrêtés. Mais arrêter Fleur de Lis allait être bien plus difficile. En raison de sa fonction élective, elle bénéficiait de l'immunité parlementaire. La couverture médiatique de l'affaire était incessante. Les révélations sur la vérité derrière l'image sainte de Fleur de Lis avaient retourné ses fidèles contre elle. 6 mois après la mort d'Anderson, son empire s'effondrait.
toutes ces églises, sauf une, ont fermé et moins de 100 fidèles assistaient à ses sermons hebdomadaires. Elle tenait à publier régulièrement sur son Instagram et à parler de sa dépression depuis la disparition d'Anderson, allant jusqu'à poster d'anciennes photos d'eux ensemble, affirmant que son amour pour lui ne mourrait jamais. Mais les choses allaient empirer de façon incommensurable pour Fleur de Lys. En 2021, le Parlement a voté pour la destituer de sa fonction élective. Elle a donc été privée de l'immunité politique qui la protégeait autrefois. Le lendemain, elle a publié une vidéo sur son Instagram dans laquelle elle a déclaré, je cite, « Le jour que personne ne souhaitait est arrivé. Je suis arrêtée pour quelque chose que je n'ai pas fait. Priez pour moi. » Fin de citation. Elle a immédiatement été inculpée de meurtre aggravé et placée en détention. En novembre 2022, elle a été jugée et reconnue coupable d'avoir commandité le meurtre du fils de son mari. Elle a été condamnée à 50 ans et 28 jours de prison. Flavio a été condamné à 33 ans pour avoir appuyé sur la gâchette et Lucas à 7 ans pour avoir acheté l'arme. D'autres enfants impliqués ont également écopé de peine. La prédicatrice et politicienne respectée pensait « Pourquoi divorcer quand on peut tuer ?» Fleur de Lys se croyait invincible, mais son orgueil a causé sa perte. Voici l'histoire de Fleur de Lys dos Santos de Souza, la maman chérie du Brésil.